Salut, cette vidéo est indépendante et à part de toutes celles que j'ai pu sortir jusqu'à présent et traite d'un thème que je dévoilerai plus tard car je ne peux tout simplement pas spoiler dès maintenant. Mais elle touchera 14,5 millions de Français, mine de rien, et peut servir au reste de la population qui ne connaît tout simplement rien à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Eric. Eric est né en 2005 et dès sa naissance, il est convié à un parcours du combattant hors du commun. Cela ne se verra pas tout de suite, mais on va rentrer dans l'art. Très tôt dans son début de vie, les parents d'Eric se posent des questions. Il apprend lentement à marcher, il finit par y arriver, mais avec beaucoup d'épreuves. Il aura fallu des mois avant qu'il fasse normalement ses quatre pattes. Cependant, chose étonnante, il aura réussi du premier coup à marcher, ce qui aura le don d'impressionner ses parents. Les parents d'Eric se poseront encore plus de questions en maternelle. Premièrement, il aura appris très tard à parler, genre vraiment très tard. Quand les parents allaient voir la maîtresse, il disait que tout allait bien. Quand il parlera, il sera atteint d'un bégaiement, ce qui lui vaudra un tour de 3 ans chez l'orthophoniste. Deuxièmement, il ne se fait pas d'amis. Eric reste dans son coin, il ne va pas voir les autres, pas parce qu'il en a pas envie, mais parce qu'il ne sait pas faire. Donc il ne peut pas faire. Les parents demanderont de l'aide à l'orthophoniste et un psy, qui diront encore une fois que tout va bien. Troisièmement, il est sensible au bruit. Eric a une ouïe surdéveloppée, les petits bruits le gênent, les gros bruits comme ceux des motos le font atrocement souffrir, et ça il ne peut absolument pas le contrôler. Les parents iront voir un spécialiste qui lui diront que son audition est absolument normale. Et tout ça, ce n'est qu'un amuse-bouche du parcours du combattant que Eric devra traverser, car à partir du CP, donc de 6 ans jusqu'à 16 ans, Eric va souffrir et pas qu'un peu. Bien, commençons la première partie. Eric, en rentrant en CP, comprend que quelque chose ne va pas. Il se sent différent, mais pas comme certains disent « Ah, je suis trop différent ». Non, Eric sent que quelque chose ne va pas. Eric voit les autres en face agir d'une certaine façon et lui les fait différemment. Tiens, prenons un caméra. Il va parler à quelqu'un. C'est automatique, fluide, tout s'enchaîne et dans une facilité déconcertante. Chez Eric, c'est différent. Il doit tout penser avant de dire, il doit contrôler tout ce qu'il dit, il doit tout analyser, les paroles, les mimiques, les sourires et toutes ces informations qui vont jusqu'à son cerveau. Il ne comprend rien. Il n'arrive pas à sociabiliser comme un enfant de son âge ferait, non pas parce qu'il s'est un attardé, mais parce qu'il n'y arrive pas. Donc Eric teste et reteste jusqu'à intégrer une façon d'agir qui est perçue comme bizarre chez les camarades de sa classe. Et Eric lui ne s'en rend pas compte, juste son cerveau a vu que cette façon d'agir était plus facile pour intégrer toutes ces informations qui viennent à son cerveau. Mais le problème c'est que Eric est rentré à l'école. À l'école, soit t'es cool, soit tu es populaire, soit tu es bizarre. Et Eric est tout de suite classé parmi les bizarres. Bien avant de rentrer dans les choses violentes, il faut savoir que les parents d'Eric se rendent compte qu'il n'a pas d'amis. Malgré que les différents spécialistes disent que tout va bien, c'est intriguant non? Arrivé en CE1, ne pas avoir d'amis d'enfance, bizarre Alors ils vont voir les professeurs qui lui répètent toutes la même chose. Non, Eric il est bien intégré. Intégré vous dites? Intégré dans une situation de harcèlement en effet, et Eric se fait insulter de bête, connard, fils de pute, imbécile, d'incapable, de con, de bizarre, d'inutile, de trisomique, de balance, de suceur, d'hystérique, plein de jolis mots, mais aussi d'handicapé. En plus de cela, Eric subit des violences physiques. De simples tapettes sur la tête à des balayettes, des coups de poing, coups de pied, mais aussi à se faire tabasser. Alors aujourd'hui, le harcèlement est banal dans les écoles, mais la définition de harcèlement, c'est des violences répétées qui sont verbales, physiques et psychologiques. Eric va à l'école pour apprendre, mais il y va avant tout pour s'y faire torturer. Le quotidien d'Eric du CE1 à la 6ème, c'est se faire dévaloriser, comprendre qu'il ne vaut rien, recevoir des coups de ses camarades, entendre des jolis mots qu'on a à lui offrir, croire qu'il ne fera rien de sa vie, croire que c'est juste normal qu'il entende ça, car après tout, c'est vrai, je suis différent, je suis bizarre, et je ne réagis pas comme tout le monde, donc c'est normal que je sois ce qu'on me dise. Eric, c'est juste un enfant qui n'a pas eu d'enfance, qui a connu des facettes sombres de l'être humain à seulement 7 ans et qui restera marqué longtemps dans ces événements. Mais après tous ces événements, Eric n'arrive pas à donner de nom à ce qui lui arrive. Pour lui, c'est normal de subir ça. Les parents de Eric, eux, ils ne reçoivent pas de retour des professeurs qui, sans aucun doute, voyaient ce qui se passait. Pour les professeurs, Eric est un garçon dans la lune, un peu spécial, dans son monde, mais il a des résultats corrects, donc tout va bien. Eric se portera son quotidien jusqu'en CM2, car oui, Eric est une sacrée cocotte minute. Il accumule un tas de pensées et d'émotions, il absorbe jusqu'à exploser. Et un jour, Eric, en rentrant de sport, après s'être pris une raquette de ping-pong dans la tête, a atteint un point de non-retour. Cette raquette de ping-pong lui a sacrément atteint la morale, la mère l'apprend et Eric craque. Il la raconte tout. Il raconte les détails et sa mère comprend que Eric est victime de harcèlement scolaire. Eric a un mood sur ce qui lui arrive, il entend enfin que ce quotidien qui paraissait normal à ses yeux n'est en aucun cas une banalité. La mère bataillera à l'école primaire pour qu'une justice soit rendue, la mère bataillera pour que Eric parle, et la mère bataillera pour que Eric ne soit pas dans la même classe que ses bourreaux en 6ème. Petit à petit, ça se calme. Vous croyez que la cocotte minute explosé? Non, pas encore. Et croyez-moi, ça va être encore moins joli.
Arrivé en 6ème, Eric se retrouve dans la même classe que ses bourreaux. Grand choc pour lui. Bien que son cerveau se soit un peu adapté, il reste toujours dans la catégorie des gens bizarres. Et ça, une nouvelle personne que Eric rencontre le voit très bien. Il y a quelque chose que je vous ai caché. C'est que Eric s'est fait des amis fin primaire, qui l'ont beaucoup soutenu lors de son harcèlement. Ils sont eux aussi dans la catégorie bizarre, et Eric se sent bien avec eux. Déjà, le harcèlement reprend. Et au collège, il y a quelque chose qui rentre en compte dans le cerveau de tout enfant, la puberté. La puberté réorganise tout le système neuronal d'un être humain. Ce qui veut dire que cela change le comportement. Cela veut dire que le harcèlement de Eric s'est intensifié en l'espace de quelques mois et que maintenant ses résultats scolaires baissent, ce qui a le don d'agacer ses parents et ses professeurs. Quand à nouveau la vérité éclate, les parents d'Eric en parlent au principal qui ne réagit pas forcément positivement. Ils iront alors déposer une main courante à la gendarmerie qui calmeront les affaires. Eric ira voir une assistante sociale pour essayer de comprendre un peu mieux les émotions qu'il traverse. L'assistante sociale conclura que Eric doit être suivi dans un centre médico-psychologique, en psychiatrie quoi. Car oui, où en est la cocotte minute d'Eric? Elle gonfle énormément, beaucoup même, et l'année suivante, Eric va s'enfoncer dans les abysses. Au top de l'année de 5ème, Eric est victime d'une absence. Il regarde dans le vide en disant tic, tac, tic, tac. Cela dure 10 minutes avant de se réveiller. On se dit que ce n'est pas grave, ça arrive. Puis ça se passe, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que ça s'aggrave. Eric est victime d'une crise d'angoisse. Il a du mal à respirer, a des fourmis, n'a plus de force, pleure et a le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Là, chez sa maman, il y a un truc qui cloche. Elle va à la pharmacie et demande des antistress. Eric les prend, cela ne change rien. Même, ça s'aggrave. Un jour, alors qu'il est en classe, Eric est victime d'une autre crise, mais beaucoup plus grave. Il est en absence, puis un coup il se lève. Son corps bouge comme un pantin articulé. Les parents d'Eric s'inquiètent. Ils apprennent l'existence des centres médico-psychologiques. Ils s'y rendent. Malgré l'état d'Eric, il est loin dans la liste d'attente. Eric continue de faire des crises. Son corps qui imite un pantin articulé le rend de plus en plus épuisé. Jusqu'à un moment où le CMP le prend en charge. Il suit une thérapie et est passé en antipsychotique. Mais son état continue de chuter. Des hallucinations visuelles et auditives apparaissent. Il s'en prend à ses camarades, dont sa psychiatre le place en arrêt scolaire. Son état se calme, mais en retournant en cours, ses symptômes reprennent de plus belle. Ses parents demandent à ce qu'il soit de nouveau en arrêt. Eric est à bout, frustré, énervé et à fleur de peau. Il s'en prend à son père. Il est placé en hospitalisation en psychiatrie adulte. Une semaine plus tard, il sort et est placé en pédopsychiatrie pour 3 semaines. Le médecin analyse son comportement. Maladroit dans ses propos, gestion des émotions infaisable, comportement social compliqué et incapable de lire les émotions et réactions des autres. Malgré tout, il réussit à réguler son état. Il sort. Le médecin, le docteur Migré, demandera une place dans un hôpital de jour. Quelques mois plus tard, il est admis. Eric ne veut pas y aller. Tout ce qu'il veut, c'est être normal. En arrivant, on lui demande ses axes de travail. Il répond relations sociales, gestion des émotions et récupération scolaire. Des tests seront passés pour poser un diagnostic. Il a atteint un trouble du spectre autistique. Le TSA d'Eric est reconnaissable avec 3 axes. Une difficulté dans les relations sociales, une hypersensibilité et une fatigue constante par l'énergie qu'il faut utiliser pour essayer de vivre. Il est déclaré que Eric a un grand retard de soins. On doute qu'il puisse gagner en autonomie, on doute qu'il puisse vivre avec ses troubles, on doute qu'il puisse tout simplement vivre. Mais Eric dit qu'il veut être normal. Eric veut vivre. Il prendra le risque d'avoir un emploi du temps de ministre, de mettre à exécution tout ce qu'on lui apprend en sociothérapie. Il testera et retestera des approches. La fin du collège d'Eric sera mouvementée. Il sera mal vu, toujours bizarre et il rencontrera des gens mais les perdra à cause de son comportement social. Mais quelque chose que tout le monde a vécu fera beaucoup de bien à Eric. Le Covid-19. Le 12 mars 2020, le monde est confiné. Eric est donc isolé de toute stimulation, émotion et interaction sociale. Vous vous dites peut-être que c'est une mauvaise chose, mais en réalité, Eric a pu absorber tout ce qu'on lui a appris. Il aura le brevet facilement et rentrera au lycée en seconde préparatoire dans un lycée naturel. Cette classe lui permettra de revoir les grands axes du collège, mais également de se préparer à la seconde générale. Et cette année-là, Eric se fait des amis, est totalement adapté dans sa manière d'être avec les autres, gère ses émotions et gère bien sa fatigue. Il finira son année avec une moyenne générale de 16 et rentrera en seconde générale. En seconde générale, il rentrera dans l'atelier musique du lycée. Il se fait également de nouveaux amis. Tout se passe bien et à la fin de l'année a lieu un grand événement. Le festival de fin d'année. Une grande scène est installée dans son lycée et... Ce fut les plus grandes soirées d'Eric. En première, le Dr Mireille notera une grande évolution chez Eric. Les grands axes sont aboutis et Eric est dans un état stable. Et malgré ce qu'on pouvait penser au début, Eric va pouvoir vivre normalement. Mais pourquoi ? Le docteur expliquera que le cerveau d'Eric est une grande base de données. Dans cette base se trouvent toutes les situations, discussions, manières d'être qu'il a tenté, retenté et encore tenté. Imaginons, quelqu'un lui dit bonjour.
Dans le cerveau d'Eric, deux possibilités s'offrent. Soit c'est un inconnu et il dit bonjour, soit c'est quelqu'un qu'il connaît et il ajoute ça va. Et en fonction de la discussion, se décident toutes les possibilités qu'il a expérimentées. Si jamais elle n'est pas dans sa base de données, il tente quelque chose en fonction de ce qu'on lui a appris. Si c'est adapté, elle est intégrée dans sa base de données. Si elle n'est pas, cette tentative est supprimée. Malgré que Eric aille beaucoup mieux, il lui arrive parfois d'avoir des problèmes relationnels. La différence, c'est que quand il analyse ses situations avec ses soignants, on lui dit que ce n'est pas entièrement sa faute et que la personne concernée est fautive également. Eric, après un grand parcours du combattant, aura son bac, rentrera en BTS et réussira son premier semestre. Quand le docteur Millier a diagnostiqué Eric d'un TSA, Eric a un objectif simple, maximiser toutes ses chances d'être pour être normal. Et donc Eric a réagi au début de manière très terre à terre. Il écoute tout simplement les conversations pour essayer de comprendre comment fonctionne un neurotypique. Après, il commence à parler avec les autres pour essayer de mettre en pratique ce qu'il a vu, essaie de gérer les relations qu'il entreprend, sans trop savoir comment faire au début, jusqu'à ce que sa base de données commence à s'enrichir. Ses soignants, voyant ses efforts, lui donnent accès à encore plus de données. La capacité à tenir une conversation basique et à essayer de gérer les émotions que ça lui procure. Données qui l'aideraient à maximiser ses chances d'être normal. Eric développe ses capacités à tenir des conversations de plus en plus fluides. Il développe des projets d'écriture pour essayer de comprendre ce qu'il vit au quotidien. Il a lui aussi ses capacités à gérer sa fatigue, pour prendre conscience que c'est un vrai problème et y trouver de nouvelles solutions. Grâce à sa base de données, et qui fait croître de manière exponentielle, il continue à expérimenter les relations qu'il a avec les autres. Ses soignants, séduits par tant d'efforts, lui donnent encore plus de données. Chaque donnée que les soignants accordent à Eric est une amélioration de la vie quotidienne de lui. Alors celui-ci continue, il part de plus en plus avec les autres, quitte à les blesser émotionnellement, mais pas parce que c'est volontaire, mais parce que Eric comprend que s'il expérimente, cela lui permettrait d'être de plus en plus normal, et que c'est la seule chose qui l'intéresse. Donc Eric fait ce qu'il peut pour acquérir encore plus de données sociales. Et il continue, mais il considère au bout d'un an que l'acquisition de comportements sociaux ne va pas assez vite, donc il charge encore plus son emploi du temps, ce qui lui permet de passer plus de temps à essayer d'être normal. Et voyant au départ que cela lui génère de la fatigue, il développe dans sa tête des situations sociales, pour s'entraîner lui permet d'enrichir sa base de données et pour continuer à s'améliorer plus. Et en s'améliorant, il commence à résoudre les problèmes auxquels il fait face, les angoisses, les relations sociales, et les soignants, voyant l'efficacité de ses soins, lui accordent toujours plus de données, jusqu'à ce que la base de données d'Eric soit tellement complète et autonome que ses soignants comprennent qu'il n'y a plus autant besoin de soins pour continuer son exponentielle réalisation. Et le but d'Eric n'a jamais été d'être bizarre toute sa vie, mais juste d'être normal. Et au final, pourquoi se limiter à l'acquisition de données sociales qui lui servent à vivre tous les jours? Pourquoi ne pas aussi utiliser ses talents d'écriture, de musique et de montage pour l'allouer aussi à sa normalité? Peu importe à ce stade qu'Eric voit la société considère qu'un autiste ne peut pas vivre normalement, peu importe que cela lui génère de la fatigue et des coups de mou en conséquence d'acquisition de données. Et en voilà une bonne idée, cette situation lui permettra de mieux agir la prochaine fois, et Eric veut tout simplement être normal et rien d'autre. Pourquoi se limiterait-il à respecter le regard de la société sur le handicap qui vient seulement le limiter dans son acquisition de données sociales? Pourquoi se limiterait-il au fait qu'on lui dise qu'il ne sera jamais normal, tant que ses idées auraient comme impact de ralentir ses acquisitions sociales? Alors Eric absorbe tout, apprend tout, expérimente tout, jusqu'à ce que Eric soit totalement normal. Que vous venez de voir, c'est une partie de mon histoire. Et du coup, maintenant j'ai apporté quelques explications et genre un peu comment je vis la chose. Et d'abord, on va parler de la lourdeur du regard. C'est-à-dire que parfois on peut avoir des moqueries, alors que bah, ça se fait pas. Et que déjà du une, genre on n'a rien demandé nous. Genre, voilà. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Par exemple, on tombe sur des trends en mode, on traite les gens d'autistes en mode, ça fait toujours partie des moqueries, mais genre, moi aussi je peux rigoler du handicap, mais encore une fois, dérision, tourner à la dérision la chose et de la moquerie et des blagues positives, mais il y a aussi genre des blagues, genre ça se fait pas, voilà, genre vous êtes méchants. Aussi dans la lourdeur du regard, genre on essaie tous, genre toutes les personnes en situation de handicap essaient de cacher pour éviter justement que ça se voit, et ça génère énormément de fatigue parce que ça demande beaucoup d'énergie pour essayer de cacher la chose et essayer que les gens disent pas ah mais pourquoi t'es comme ça, enfin voilà, bref. Et du coup voilà, il y a aussi des idées reçues sur le handicap. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Et pour les gens,
Un handicap physique, c'est être en fauteuil roulant ou être aveugle, avoir la canne. Et pour les handicaps psy, genre c'est comme ce qu'on voit à la télé, les gens qui ont des idées délirantes et tout. Alors que non, en fait, ce qu'on nous montre à la télé, ce sont les gens dans leur période où ils sont le plus mal. Alors que si ils sont bien suivis, qu'ils ont un bon traitement, ça ne se voit pas. Voilà. Il y a aussi au moment de l'annonce, genre quand tu annonces à tes amis, à tes proches que tu as un handicap, bah, vu que 80% des handicaps sont invisibles, quasiment à chaque fois, on me dit ah bon. Là aussi, il faut savoir que si vous avez été diagnostiqué d'un truc qui fait partie des situations de handicap, c'est pas une honte. Genre vous avez rien demandé de base, genre il faut juste savoir vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. Alors certes c'est un parcours du combattant qui est très hard, mais voilà. Quand vous les employeurs, par exemple quand tu as un employeur que tu vas avoir un travail et qui te dit non on va pas vous prendre parce que vous êtes en situation de handicap, ça s'appelle de la discrimination et vous avez le droit de porter plainte. Parce qu'un employeur n'a pas le droit de dire non parce que tu as un handicap. Genre si tu as les capacités professionnelles, tu peux. Il y a aussi dans le monde du handicap des maladies ou des troubles où voilà, où en France, genre c'est pas assez bien appréhendé, traité. Par exemple, au Canada, l'autisme ça peut se détecter dès l'enfance à la nourrisson, alors que la plupart des personnes qui sont diagnostiquées autisme sont quand ils sont en décompensation psychotique ou qui sont plus mal, on se dit ah il y a un problème, il faut, enfin voilà. On va parler maintenant de la lourdeur administrative. D'abord il faut qu'on parle de la des maisons départementales des personnes en situation de handicap. En gros c'est une administration c'est une administration qui permet de faire respecter tes droits et qui te permet de faire appliquer tes droits. Le problème, c'est que c'est tellement épuisant, vraiment. Genre, il faut construire un dossier lourd comme ça, où tu dois tout noter, genre, détails, c'est insupportable, pour faire attribuer tes droits. Et pour faire respecter ses droits, genre, parfois c'est compliqué. Genre, quand tu vas voir, par exemple, en cours, par exemple, on peut te faire, quand une personne en situation de handicap, on peut passer son BTS en 3 ou 4 ans, genre, du coup, tu peux faire respecter ce droit, mais à l'école, on va te dire non, c'est très difficilement faisable, alors que si, il y a des solutions. Et je vais finir par ce qu'il faut faire. Déjà, il faut écarter les idées reçues, genre ce que vous voyez à la télé. Genre, c'est un instant donné, ce n'est pas la réalité tout le temps. Voilà. Et ensuite, si vous voyez une personne en situation de handicap qui vous a annoncé que vous êtes en situation de handicap, il faut avoir de recul, il faut être normalement avec lui. Une personne en situation de handicap, tout ce qu'il demande, c'est être traité normalement et de vivre normalement. Et du coup, voilà. Et aussi, pour une personne avec un handicap psy, il faut pas hésiter à rappeler, genre, ah, attention, ça c'était pas très bien et tout. Genre, même si ça, faut pas non plus tout le temps le faire, mais genre, rappeler, ça peut permettre, par exemple, pour la base de données, hop, on écarte. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, ça va être la fin de cette vidéo. Genre, c'était une vidéo, je sais pas si elle sera longue parce que je suis pas encore au montage, mais sachez que c'est une vidéo qui me tenait à cœur, et que maintenant que moi ça va bien dans ma vie, j'aimerais beaucoup sensibiliser sur le monde du handicap, parce que, voilà, il y a une partie de la population, c'est comme ça, et que, genre, il y a beaucoup besoin de sensibilisation sur ce sujet, parce que la réalité n'est pas très bien vue, enfin voilà. Et, et par contre, je continuerai toujours mes concepts genre drôle et fiction. Et enfin, quand je reprendrai en septembre, parce que je vais bientôt partir au Québec pour un stage dans le cadre de mes études. Et du coup, voilà, je vous souhaite une bonne journée.